Merci Roland pour cette grille de lecture que je vais reprendre. Donc d'un côté, on a l'État, on a les entreprises et les marchés, et puis on a des communautés, donc ça c'est qui fait. Puis d'un autre côté, comment on pratique, hein, c'est les types, il y a l'échange, le don et la contrainte. Alors évidemment, la contrainte, c'est plus proche de l'État, hein, qui peut imposer les contraintes. Et du coup, je vais appliquer cette grille de lecture à un des objectifs du développement durable, qui est de nourrir la planète, nourrir tous les hommes, hein, aujourd'hui et demain. Alors, je vais rajouter un petit peu de piment dans la sauce d'interprétation, c'est rajouter les possibilités des effondrements. Hein, la possibilité qu'il y ait des effondrements, et c'est quelque chose qui nous interpelle tous fortement. La semaine dernière, dans la revue The Lancet, est paru un article qui montrait que 75% des jeunes, hein, donc pas mal sont ici, ont une angoisse fondamentale pour l'avenir. Et donc, on va tenir compte de ces questions d'effondrement. Alors, l'article, vous pouvez le trouver sur HAL, hein, et le titre, c'est Instituer l'altruisme dans une ère de rareté des biens. Alors, avec Michel Griffon, hein, donc, qui est un économiste du CIRAD, on avait, en 2008, on avait commencé à regarder la typologie des consommations en céréales des êtres humains. Effectivement, vous avez, c'est la première ligne, vous avez ceux qui mangent énormément de viande, c'est plutôt le régime américain, hein, et donc il faut 800 kg de céréales pour le satisfaire, un seul être humain. Et puis, vous avez celui qui mange un peu de viande, ben, ça va être 400 kg. Puis on avait l'Indien type, il a besoin de 200 kg. Et celui qui est en malnutrition, eh ben, il a besoin que de 100 kg. Et vous avez quand même 800 millions de personnes en malnutrition dans le monde. Alors j'ai refait l'exercice il y a 3 semaines pour cette conférence, et j'ai dit qu'est-ce qui a changé par rapport à cette époque 2008. Ben, ce qui a changé, c'est qu'on a produit beaucoup plus de céréales, donc c'est la dernière ligne. Vous voyez qu'on a produit 490 de plus de céréales, 100 millions de tonnes, ça n'a aucune importance. Et du coup, ça a permis quoi? Ça a permis d'affecter ces céréales à l'augmentation de la population mondiale. Et en 13 ans, on a eu 1 milliard de personnes en plus sur la Terre à nourrir. Donc, on a augmenté de 200 millions ceux qui mangent énormément de viande, de 500 millions ceux qui en mangent pas mal, parce que vous avez eu la classe chinoise, par exemple, qui mange aujourd'hui 60 kilos de viande par an et qui a dépassé la consommation des Suisses, par exemple, et qui veut encore augmenter. Donc, il y a un désir fort pour toutes les populations, quelles qu'elles soient, de manger de la viande. Alors, vous voyez, ça s'est relativement bien passé, mais ça s'est mal passé si vous dites effectivement, il y a plus 0 dans les malnutris, mais ça veut dire qu'il y a toujours 800 millions de malnutris. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. On n'a pas réussi à faire ça alors qu'on aurait pu. C'est que les gens étaient dans des consommations excessives en céréales. Et par contre, on a fait de la production de biocarburants. Vous voyez la petite ligne 70 000. Donc, si on regarde ça, ben, on peut se dire, je vais retyper un peu les catégories en 4, au lieu de les mettre 3 catégories. Alors, il y a ceux qui sont sous-alimentés, malnutrition, qui consomment peu, ceux végétariens, le type végétarien indien, et puis vous voyez qu'au-dessus des régimes fortement carnés, vous avez encore pire. C'est ceux qui vont mettre du biocarburant dans leur voiture. Alors j'ai dit, ben, supposons que la personne fait 20 000 km par an avec ses biocarburants, et qu'elle mange beaucoup de viande, et ben, elle va mobiliser 1600 kg de céréales. Et donc là, vous voyez que la part, elle n'est pas... On coupe bien la production mondiale entre tout le monde, mais ça ressemble à ce que faisait Obélix quand il a coupé le gâteau dans Astérix et Cléopâtre. Je pense que ça touche tout le monde, ce genre de partage. Et donc, vous voyez le gâteau, il est coupé en 3 parts, et la grosse part est pour Obélix. Alors, la question, maintenant, elle est très forte. On a une augmentation de production agricole, et puis on a 90 millions de personnes, d'habitants en plus sur la planète tous les ans. Donc, si la production agricole stagne une année, ben, qu'est-ce que vont faire ces 90 millions de personnes en plus qui arrivent sur la planète? S'il n'y a pas des gens qui changent d'une catégorie carnée où ils mangent beaucoup de viande à une catégorie plus végétarienne, ils sont condamnés à mourir, tout simplement. Et si vous faites les calculs,
Il suffirait d'un choc, parce que là, on est de nouveau dans les petits stress, des petits effondrements. Supposons qu'on ait moins 3% de production mondiale l'année prochaine. C'est pas impossible. Imaginons qu'aux États-Unis, il y a des inondations, on récolte moins. Et puis l'autre grenier à blé qui est en Russie, il y a des incendies, il y a moins de production. Moins 3%, vous faites les calculs. Si ceux qui ont un régime fortement carné ou ceux qui vont mettre des biocarburants ne veulent pas changer, ça veut dire que les 800 millions de malnutris doivent mourir. Voilà. Donc voilà un peu les enjeux. Alors ces enjeux, vous avez un champ de céréales, et puis c'est pas vous qui décidez qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on va nourrir des végétariens? Est-ce qu'on va nourrir des porcs, des cochons qui vont permettre d'avoir une consommation plus carnée? Ou est-ce qu'on va faire des biocarburants? Donc c'est pas vous qui le décidez, c'est le marché, c'est les prix de marché aujourd'hui. Alors, si on veut changer ça, on voit bien qu'il y a un tabou, c'est que vous avez une propriété, vous pouvez en faire ce que vous voulez, de la production qui est faite en céréales sur votre terre agricole. Alors, ce tabou de la propriété, c'est un énorme tabou, parce que si vous regardez chez les économistes et depuis tout le temps, le concept même de propriété privée, il est basé sur deux caractéristiques qui sont, petit 1, l'objet de propriété. Alors ça, c'est séparé classiquement depuis les Romains entre usus, fructus, abusus. Vous pouvez abuser, détruire votre propriété, puis vous pouvez utiliser les fruits ou avoir la propriété, comme on l'entend, du reste. Et puis, on a toujours compris qu'il y avait les types de propriétaires. Est-ce que c'est un individu? Est-ce que c'est un collectif? Est-ce que c'est un État? Et vous avez beau jouer sur ces catégories, si vous prenez que ces deux catégories, vous n'arriverez jamais à résoudre le problème. Parce qu'il manque quelque chose. Il manque justement, qu'est-ce qu'on va faire de notre propriété de la terre? Et c'est là où il y a deux réponses. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé deux acteurs qui ont répondu de façon plus ou moins radicale. Vous avez à une époque Saint François d'Assise, et puis vous avez une époque plus moderne de Karl Polanyi dont on vient de parler. Et ces deux ont dit, finalement, il y a un troisième caractéristique qui est l'objectif de la propriété. Est-ce que c'est la jouissance du seul propriétaire qui doit tout décider, ou est-ce qu'il y a possibilité d'altruisme? La version religieuse de François, c'est caritas. Alors, ce tabou de la propriété, si on dit qu'il faut mettre de l'altruisme et de la charité, il faut être concret. Et comment ça va se faire? Comment on le pratique? C'est bien, c'est des mots, mais c'est creux. Alors, pour pas que ce soit creux, regardons comment un homme accède au manger, accède à ce que j'appelle la nourriture de base. Il accède par plusieurs moyens, soit par le don, on lui donne, vous voyez les associations caritatives, soit il va travailler, et vous voyez, il va travailler la terre directement, et à ce moment-là, c'est lui qui produit sa nourriture, soit il fait un autre travail que le travail de la terre, et dans ce cas-là, il reçoit de la monnaie, et avec cette monnaie, il accède à la nourriture de base. Ou alors, soit il est propriétaire, par exemple propriétaire de la terre, et puis il a des serfs ou il a des gens qui la travaillent, et en tant que propriétaire, il a une rente, on lui donne suffisamment pour qu'il accède à la nourriture de base. Et ce qui est étrange, c'est qu'en regardant tout simplement comment on accède à la nourriture de base, on retrouve ce dont on vient de vous parler juste avant, ce dont vient vous parler Roland. On retrouve Moss pour le don, l'importance du don, et on retrouve Polanyi pour ce qui est travail, monnaie et propriété, qui dit ces trois caractéristiques-là, ça ne doit pas être des biens ordinaires, c'est plus ou moins des biens communs qu'il faut gérer un peu spécifiquement si on ne veut pas aller à la catastrophe. Et c'est ce que va dire Karl Polanyi. Alors, ce que je vous mets, c'est que derrière le don, le travail, la monnaie et la propriété, si vous analysez, vous vous rendrez compte que très souvent, il y a l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle est au cœur du travail, elle est au cœur même souvent du don par les fondations, elle est au cœur de la propriété, beaucoup d'entreprises rachètent des terres. Donc vous voyez que derrière l'entreprise, il y a tous ces accès, il y a une grande partie de ces accès. Et si vous regardez, une entreprise intéressante, c'est Danone. Alors le cas Danone est intéressant parce que c'est une entreprise agricole, et si vous regardez dans les missions qu'elle a définies, vous voyez que la principale mission, ça va être améliorer la santé, et ça va être contribuer à la lutte contre le changement climatique. Et du coup, dans les objectifs de Danone, entreprise à mission, elle n'a pas inscrit, noir sur blanc, de viser à nourrir l'humanité, à nourrir toute la population mondiale. Et donc,
peut se poser deux questions par rapport à ces entreprises à mission. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Et donc, qui définit la mission? Est-ce que c'est la société? Est-ce que ce sont les citoyens qui définissent les missions des entreprises ou pas? Dans notre cas-là, c'est l'entreprise qui se saisit et qui définit sa mission. Et puis après, qui contrôle l'exécution de la mission? Imaginons qu'on ait donné les bonnes missions, qu'on ait les bonnes missions. Qui contrôle l'exécution de cette mission? Et donc, là, je ne vais pas vous donner la réponse parce que mon temps est trop court pour vous la donner. Vous trouverez la réponse dans mon papier. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de changer les choses? Si on dit on va réformer, on va changer les entreprises, on va changer les processus, parce que sinon on court à la catastrophe. Est-ce que c'est possible? Alors, celui qui a répondu que c'était possible, c'est le philosophe Castoriadis. Le philosophe Castoriadis, il a expliqué que la plupart du temps, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on institue les tabous en même temps qu'on met les institutions, les lois, les règles. On fait ça une fois pour toutes et on met les tabous comme ça on ne peut plus toucher. Là, on a vu qu'on avait quand même un tabou propriété privée qui nous embêtait. Et ce qu'il explique, c'est que on peut changer en fonction des problèmes qu'on a parce que on a ce que Castoriadis appelle quelque chose qui est issu de notre discussion collective, qui est issu de ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire la discussion entre nous, et l'échange de l'imagination radicale de chacun. Donc chacun a une imagination radicale sur comment résoudre le problème, et le fait qu'on échange, à un moment donné, ça peut cristalliser en un nouvel imaginaire instituant qui va bouleverser les lois et qui va bouleverser les institutions. Et c'est ce mécanisme de bouleversement qui permettra qu'avec de nouvelles institutions et de nouvelles lois évolutives, on puisse agir sur le monde. Hein? Et après, on va itérer dans ce processus, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre le monde collectivement, et ça va passer aussi par notre imaginaire instituant, donc ça a les limites de notre imaginaire instituant, mais le fait du logos de la discussion collective entre moi et vous sur les façons de voir les choses, ça va pouvoir de faire un système cyclique qui va permettre de répondre à nos questions et à nos enjeux. Alors cette société, cette imagination radicale, du coup, elle est fondamentale et je vais vous donner la mienne. Alors, je ne peux pas vous demander de tout se passer parce que le temps est un peu court pour donner votre imagination radicale, mais c'est comme ça qu'on arrivera à faire un imaginaire instituant. Il faudrait que vous me donniez votre position. Or, qu'est-ce que je propose? Là, vous voyez, il y a la nourriture de base, et puis il y a en bas la terre, et il faudrait quelque chose entre la terre et la nourriture de base et les autres usages de la terre pour faire que, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, on ne produise pas des biocarburants au lieu de les donner à manger aux gens qui meurent de faim. Et ça, forcément, il faut une loi de l'agricole puisque le marché ne suffit pas à le faire. Donc, quelque part, ça peut être du domaine de la contrainte. On a dit qu'il y a échange, il y a trois types de façons de procéder, ça peut être la contrainte. Il y a d'autres leviers pour travailler, c'est ceux que j'ai mis en orange, c'est la création monétaire. Arrivé à un moment donné, l'État peut très bien décider, je vais créer de la monnaie. Vous savez que la Banque centrale, elle crée 1000 milliards en ce moment d'euros par an pour faire des choses. Elle pourrait très bien décider, je crée de la monnaie pour acheter les terres qui vont être disponibles dans les années à venir. Puisqu'il y a beaucoup de fermes qui vont être vendues, elle pourrait acheter ces terres et puis faire en sorte que l'usage des terres soit sur une production agricole à objectif de nourrir la population de type végétarien si on a des problèmes collectifs de nourriture. Et donc, la création monétaire, c'est une voie. Alors là, c'est un schéma qui vous montre qu'il y a aussi l'impôt qui permet de redistribuer les richesses. Donc là aussi, c'est par les contraintes. Alors j'ai exploré dans mon texte, j'ai exploré en détail plusieurs voies. Mais là, je vous en montre quelques-unes dans ce graphique. Et pour vous montrer que cette imagination radicale qu'appelle Castoriadis, elle n'est pas forcément révolutionnaire, elle peut être réutiliser des choses qui existent. Je vais vous donner l'exemple d'une structure qui peut exister facilement demain. Alors pourquoi je vous dis qu'elle peut exister demain? Parce que moi j'ai travaillé pendant 5 ans à la Caisse autonome de refinancement dont la mission était quasiment identique. La mission de la Caisse autonome de refinancement, c'était d'émettre des obligations, donc aller chercher l'argent sur les marchés, et avec ces obligations,
prêter au HLM. Donc en gros, on construisait des HLM en allant chercher l'argent sur les marchés. Et de la même façon, on pourrait envisager, au lieu d'une caisse autonome de refinancement dont le but, et qui a fonctionné pendant des années, qui fonctionne toujours et qui a financé pour des dizaines de milliards d'euros de logements sociaux, on pourrait très bien dire, on a un but d'acheter les terres collectivement pour les orienter, pour orienter ce qu'on produit sur cette terre, et que ce soit à destination de la nourriture de base. Et donc on pourrait créer ce que j'appelle, au lieu d'une caisse autonome de refinancement, une propriété agricole nationale pour l'autonomie, et qui fonctionnerait. Et donc dès demain, je peux vous la mettre en route. C'est pas compliqué à faire, et ça ne demande pas une révolution. Alors, pour conclure ce petit passage, je vous ai donné mon imagination radicale, évidemment. Il faut que je la confronte à tous les vôtres pour qu'on arrive à en faire une imagination radicale collective qui va pouvoir faire bouger les choses et créer ces nouvelles institutions. Et ce qui est possible, je vous ai parlé que 75% des jeunes ont une angoisse, et à mon avis, qui est une angoisse très forte et qui est logique. Et cette angoisse, elle disparaît partiellement dans l'action. Et je pense que si on sait quel est l'enjeu des problèmes, et si on sait les leviers d'action et comment on peut faire, et qu'on a cette discussion collective et qu'on arrive à commencer à la mettre en œuvre, je pense qu'une grande partie de l'angoisse qui est en moi, et qui est dans les jeunes, peut disparaître par une action forte et collective. Voilà, je vous remercie.